À l'orée du 3e millénaire, dans le pays qui a inventé la Révolution, où en est l'aristocratie? Peut-être pas une élite, mais en tout cas d'être à part et d'être très fier de l'être. Dans l'aristocratie, certaines valeurs semblent immuables et d'autres tombées aux oubliettes. Bien des tabous ont disparu, et notamment dans le domaine du travail. Les aristos au boulot, ce n'est pas seulement une boutade un peu provocatrice. Il y avait des professions interdites, il n'y en a plus. Posséder un château est devenu pour certains un métier à part entière et l'aventure industrielle un challenge. Bien sûr, il reste encore quelques spécimens accrochés à l'ancienne société, ceux pour qui leur naissance est devenue une raison d'être. Aujourd'hui, si l'on est toujours fier de s'aligner, c'est avec discrétion. Il faut être fier de ce qu'on est. Moi, je suis très fier de ce qu'ont fait les générations qui m'ont précédé. En revanche, c'est une exigence. Enfin, vous connaissez le raccourci « noblesse oblige ». Ce qu'on lit moins, c'est ce qui précède. La phrase qui précède, je crois que c'est une citation qui date du XVIIe ou du XVIIIe. Et la phrase qui précède, c'est à peu près quand on appartient à une famille illustre, les parents doivent apprendre à leurs enfants que si le public est disposé à honorer les mérites de leurs ancêtres, il s'attend à retrouver des traces chez leurs descendants. Donc c'est une façon un petit peu d'illustrer ça. Je veux dire, quand on s'inscrit dans une tradition familiale, si on veut être à la hauteur, il faut essayer d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. À Breteuil, Henri-François, l'actuel marquis de Breteuil, a quitté du jour au lendemain, il y a quelques années, son métier d'avocat international pour faire revivre le château de ses ancêtres, devenu aujourd'hui une sorte de PME familiale. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous promeniez dans ces pièces et est-ce qu'elles étaient habitées? Non, elles n'étaient pas habitées parce que le château a été abandonné pratiquement depuis la guerre, sauf un court moment. Et c'était un peu le château de la Belle au Bois dormant. Je m'y promenais, certes, et avec l'espoir de les voir renaître, de les voir revivre, mais avec aussi le spectacle de la désolation et d'un champignon qui avait dévasté les boiseries, de parquets qui étaient enfoncés, donc avec le spectacle d'un chef-d'œuvre en péril et d'une grande tristesse. Et alors, qu'est-ce que vous disiez? Eh bien, je me disais qu'un jour, j'arriverais certainement à remonter cette maison. J'en avais la conviction, l'espoir, c'était ma foi, ma passion, et que ma vie, automatiquement, tournerait autour de la sauvegarde et de la restauration de ce château de Breteuil qui était dans ma famille depuis 4 siècles. Ça a toujours été évident qu'au fond, chaque fois qu'il faudrait sacrifier quelque chose dans ma vie professionnelle, etc., ce serait toujours le château qui gagnerait. C'était le château qui était la chose importante. L'architecture de ce château est une architecture, c'est pour ça que je vous ai aussi fait mettre dehors, elle est Henri IV, Louis XIII. Depuis le règne de Louis XIV, ce qui est très rare finalement, d'avoir un château de famille qui reste dans une même famille et qui porte le nom d'une famille. Et mon grand-père, vers 1900, a fait rétablir le jardin à la française de Le Nôtre par Duchesne. Voilà, c'est l'horloge, par Duchesne, qui était le grand restaurateur des jardins à la fin du 19e siècle, début 20e, disons vers 1900. Alors l'autre pavillon, on l'appelle pavillon de la régie, c'est là où nous travaillons, nous avons nos bureaux, et on a toujours eu la régie là. Maintenant, il n'y a plus de régisseur, c'est moi le régisseur. Mais autrefois, il y avait un régisseur qui avait là les comptes, les cartes de la propriété, qui faisait les coupes de... Pendant quelques années, j'ai travaillé à Paris, et le déclic, c'est qu'au bout d'un certain temps, nous nous sommes dit, soit nous engageons un directeur pour gérer le château, et je continue à travailler à Paris dans des cabinets d'avocats internationaux, soit je m'en occupe avec ma femme, ici sur place. Mais ce qui est miraculeux ici, c'est que nous arrivons à équilibrer les ressources et les charges. Le château, comme je le dis souvent, gagne sa vie. Ah oui, oui, souvent. Puis en Angleterre aussi. En Angleterre, il y a très... Vous n'êtes pas allé en Angleterre. Vous voyez qu'il y a de quoi se nourrir, là. Il y a vraiment... Je vais vous demander votre attention. Ici, nous sommes le 3 mai 1905. Ce jour-là, ma grand-mère, qui est la belle dame avec cette robe mauve, vient féliciter le chef à l'occasion du déjeuner qui est donné en l'honneur du roi Édouard VII, dont on vous a parlé tout à l'heure dans la salle à manger. Et ma grand-mère, donc, félicite le chef qui, comme vous le voyez, bouge, qui lui dit bonjour, qui vous dit bonjour en même temps. On a aussi le chef jardinier qui a sorti les plus beaux fruits du potager. Il y a à Breteuil un potager, un jardin, qu'on appelle maintenant le Jardin des Princes. Que vous verrez. Pour les entreprises, nous essayons quelquefois de nous faire un peu connaître
pour qu'il s'agisse de lancer des voitures, qu'il s'agisse de photographie de mode, de photos publicitaires, et aussi de cinéma. On tourne beaucoup à Breteuil. Madame Bovary et Casanova ont été partiellement tournés ici à Breteuil. Donc, et puis nous recevons des étrangers également. Les agences de voyage nous envoient pour des dîners, des Japonais, des Américains, qui viennent passer une soirée dans un château. Et l'activité la plus folklorique que nous ayons, ce sont les fameux mariages japonais, puisqu'on vient de Tokyo et d'Osaka pour se marier au château de Breteuil. Tiens, une petite Qu'est-ce que épicerie. c'est? Ça représente comme ça. Voilà, 50. Le château. Le château? Oui. Et l'autre en dessous? Le blason. Donnez-moi le château. Et puis... Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pins? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme pins? Tous ceux qui sont là. Ceux-là, oui. Avec l'emblème, là. Celui-là. Oui. Avec l'emblème. Est-ce que c'est pas une forme de prison, d'une certaine façon? C'est une forme de passion, en tout cas. Et je crois que toute passion est une prison, dans la mesure où c'est vrai que la vie que l'on mène est considérablement influencée par ce genre de passion, car cela signifie prendre pratiquement pas de vacances, ou très peu, jamais partir plus de 3 ou 4 jours. La seule chose, c'est vrai, quand on se donne du mal pendant une vie pour garder un château de famille, et on ne le garde pas pour soi, on le garde pour les autres, parce qu'il est ouvert à un très large public, tous les jours, toute l'année, et c'est ce qui nous passionne dans ce métier de châtelain. C'est pas un métier rentable, pas du tout, mais c'est un métier qui est passionnant parce qu'on partage avec les autres ce que l'on aime. Tout le monde connaît les jeunes livreurs de Spizza 30 qui se faufilent dans les embouteillages. Créé en 88, c'est une affaire qui est aujourd'hui leader du marché. Et à sa tête, il y a un jeune aristocrate breton, pur jus et polytechnicien de surcroît. Vous habitez quel arrondissement? Contre l'avis de presque tous autour de lui, il a quitté un gros job, sûr et bien payé, pour se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce que vous désirez comme pizza? Pour un aristocrate, monter une boîte de distribution de pizza, ça paraît assez paradoxal. Oui, c'est peut-être un extrait, c'est peut-être volontaire d'ailleurs, c'est peut-être une espèce de démarcation un petit peu recherchée. C'est certain que moi j'ai toujours eu ce désir un jour de créer ma propre entreprise, plutôt d'ailleurs que d'en reprendre une. C'est certain que ma formation aurait été sans doute plus utile pour soit travailler dans un grand groupe, soit éventuellement reprendre une entreprise, plutôt que de me lancer comme créateur avec tous les risques que cela implique. J'ai préféré le faire parce que c'était un espèce de vieux rêve de jeunesse, un accomplissement que j'avais envie d'avoir une fois dans ma vie. Faire de la pizza, c'est la vision un petit peu péjorative des choses. Bon, je dirige une entreprise que j'ai créée grâce à l'aide d'actionnaires extérieurs qui sont bien entendu très importants dans notre progression. C'est aujourd'hui une entreprise de 150 millions de francs qui emploie pas loin de 1000 personnes. Bon, je suis dirigeant d'entreprise. Il se trouve que cette entreprise fait de la pizza. Il y en a d'autres qui font du savon. Je dirais le produit n'est pas très important. Est-ce que là aussi, c'est pas d'une certaine façon se relégitimer dans son nom que de créer des emplois, d'être quelqu'un qui vient au premier plan et qui réussit une aventure? Je ne l'ai pas du tout fait dans ce but-là, ça c'est certain. Je l'ai fait parce que j'avais ce rêve de m'accomplir en créant une entreprise. Bon, c'est un accomplissement de création, je dirais, tout comme un autre, mais qui n'a rien à voir avec toute légitimité du nom. Moi, je ne vois personnellement aucune différenciation entre les aristocrates d'une part et les autres d'autre part. Mais est-ce que vous sentez responsable, porteur d'une tradition, de certains types de valeurs à défendre ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non, je pense honnêtement que l'aristocratie n'a le monopole, je dirais, d'aucune valeur. Je vois pas très bien comment elle en aurait, dans la mesure où aujourd'hui c'est quelque chose donc d'héréditaire qui n'est pas renouvelé. Donc si on applique les règles de la biologie, il n'y a pas de raison que 200 ans plus tard, les aristocrates soient très différents du reste de la population.
À Spizza 30, personne ne sait que le patron appartient à l'aristocratie. Bonjour Jacques, ça va? Vous allez bien? Ouais, le week-end s'est bien passé? Ça va, ça s'est bien passé. Combien vous avez fait de pizza? Finalement, ça apparaît presque comme un handicap d'être aristocrate. Mais je pense qu'on s'en défend parce qu'on ne veut pas être assimilé ou réduit à ça. J'estime, et bon, je suis peut-être prétentieux, mais j'estime que je serais gêné si j'étais réduit uniquement à cet état de fait. J'ai fait d'autres choses que j'estime être beaucoup plus importantes, notamment la création de cette entreprise, la création d'un grand nombre d'emplois, qui vont bien au-delà de mon nom. Point. Bonjour, Jacques, à votre service. Vous habitez dans quel arrondissement? Si vous gagnez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cet argent? Je ne sais pas encore, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'aime beaucoup les vieilles pierres, donc c'est certain qu'avoir une belle maison et passer beaucoup de temps à y travailler, et notamment moi-même, ça m'amuserait beaucoup. Donc finalement, un château, ça a un sens pour vous? Oui, pourquoi pas. S'il est beau.